Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 mai, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous irons à Roland-Garros où Valentin Vachereau vient de se qualifier pour le deuxième tour après une victoire en 4-7 face au Français Thomas Forel qui venait de sortir des qualifs. En basket, le contrat est rempli pour le premier match de la Roca Team en championnat de France face à Bourg-en-Bresse hier au soir et en plus sans certains joueurs cadres. Plus qu'une victoire pour accéder aux demi-finales. Le corps des Carabiniers du Prince a organisé sa traditionnelle remise d'insignes, un moment fort pour les nouvelles recrues. Et certains membres du peloton motocycliste des Carabiniers étaient en fin de semaine dernière du côté de Luchon pour retrouver leurs homologues de la garde républicaine française. Ensemble, ils ont réalisé, vous le verrez, un spectacle acrobatique en moto. Christophe Barrault, un spécialiste de la macroéconomie, a donné une conférence organisée par le MEB ce mardi. L'occasion pour nous de voir comment se porte l'économie mondiale dans ce contexte compliqué entre guerre économique et guerre au Moyen-Orient. Rugby, un tournoi interclasse a été organisé au stade Prince Héréditaire Jacques. Le but, inculquer les valeurs de ce sport collectif aux élèves de CP de l'école des Rivoires. Et enfin, nous vous présenterons une exposition d'art contemporain sur l'univers du sport automobile au restaurant Marius sur le quai Antoine Ier. Valentin Vachereau vient de se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros. Il était face à un Français sorti des qualifs. Il aura fallu 4-7. Justin Adel, vous êtes sur place. C'est une victoire, mais Valentin nous a fait un peu peur. Oui, on peut dire que Valentin s'est fait accrocher aujourd'hui. Pourtant, la rencontre avait bien commencé. Il remporte les deux premiers sets, 6-3, 6-4. Il va perdre le troisième face à ce jeune joueur français, Thomas Forel, qui propose un jeu avec quand même beaucoup d'intensité. Il va même être poussé à jouer un quatrième set qu'il remportera au tie-break. C'est donc une victoire, mais avec beaucoup de frustration. J'aurais bien aimé que tout se passe un peu mieux au niveau physique, mais la victoire est là et le futur dira le reste. J'ai ce pied depuis quelques temps qui me gêne un peu, mais ça me gêne pas au point de devoir arrêter, mais il faut que je fasse avec. Valentin Vachereau qui va devoir malgré tout se préparer à ce deuxième tour qui devrait avoir lieu jeudi face au Canado-Chilien Alejandro Tabilo qui a battu ce matin au premier tour son concurrent en 3-7 avec un match bien évidemment moins long que celui de Valentin qui a quand même duré 2h45 environ sous 30 degrés. Ce deuxième tour, j'y pense déjà, je vais y penser un peu plus à partir de demain. Très, très bon joueur, je l'avais joué en demi-finale de Aix-en-Provence il y a 2 ans. Depuis, lui, il a beaucoup progressé, moi aussi. Donc non, ça va être un très bon match pour un deuxième tour de Grand Chelem. Et pourtant, Valentin n'a pas vraiment le temps de se reposer puisque demain, il est censé commencer la compétition en double avec son cousin français, tout comme Hugo Nice qui doit entrer dans la compétition dans ces prochains jours. On passe au basket, c'est le début des playoffs de Betclic Elite pour la Roca Team. Hier au soir, Monaco accueillait Bourg-en-Bresse à Gaston-Médecin à l'occasion du match 1 des quarts de finale du championnat de France. Et la Roca Team s'est imposée en fin de match 81-75. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion et Camille Caloni. Duel d'Européens à Gaston-Médecin lundi soir, la Roca Team, quart de finaliste d'Euroleague face à Bourg-en-Bresse, vainqueur de l'Eurocup, une affiche alléchante pour ce match 1 des quarts de finale de Betclic Elite. Avec 7 pros seulement, Monaco a donc joué à 7 sans s'appuyer sur ses espoirs. Et d'entrée de match, Blossom Game montre la voie, imité par un Kevarius Hayes omniprésent. 20 points pour le premier, 17 pour le deuxième. Monaco est devant 30-21 au milieu du deuxième quart-temps. Dominateur au rebond, mais très maladroit à 3 points. Bourg hausse le ton en défense. Moularé signe le dunk de la soirée et la JL recolle à -5 à la pause. Pour sa première depuis son retour à Monaco, Yohan Makoundou fait du bien. 11 points, une belle dissuasion en défense. La Roca Team est à +9 à 6 minutes du buzzer avant un gros run de Bourg-en-Bresse. Moularé à 3 points, 66 partout, puis Mokoka avec la faute, +3 pour les Burgiens. Mais les patrons monégasques font le boulot dans les dernières minutes. Tarpé, Okobo, 3 drives agressifs de Mathieu Strazel et l'activité débordante de Blossom Game. 81-75, Monaco prend le match 1. Ils ont pris beaucoup de rebonds, c'était très intense, c'est Bourg qu'on connaît. Hein. Même moi, je regardais leur match, donc ils ont fait leur match, ils ont fait du Bourg, on s'en sort bien et maintenant
Après, c'est là-bas, hein. On va voir. Hein. C'est une des meilleures équipes de France, avec le bon entraîneur, great coach, grande énergie, mais on a montré aujourd'hui, bon, peut-être un peu plus d'énergie. Peut-être on a gardé l'énergie parce qu'on n'a pas eu la chance d'entraîner avec tous les groupes, mais bon, le victoire est victoire, donc on part demain à Bourg pour chercher le deuxième. Excellente nouvelle pour le match 2, le retour de Mike James. Monaco se déplacera donc avec 8 pros pour tenter d'aller chercher son ticket pour les demi-finales. Et on suivra évidemment ça de très près. Sport toujours, en volley, l'équipe masculine de l'ASM qui jouait le Final Four est vice-championne de France de National 2. Bravo à cette équipe qui n'a perdu qu'un match en championnat et qui va monter la saison prochaine en élite masculine. C'était un moment fort pour le corps des Carabiniers du Prince. La traditionnelle remise d'insignes vient consacrer l'engagement de nouvelles recrues, désormais pleinement intégrées à cette institution emblématique de la principauté. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Arnaud Imbert. Moment fort dans la carrière de ces jeunes recrues. La remise de leur insigne marque l'entrée officielle au sein du corps des Carabiniers du Prince. Discipline, loyauté, sens du devoir et exemplarité demeurent les valeurs fondamentales attendues. C'est une étape, c'est-à-dire qu'ils viennent terminer leur formation initiale au bout de 4 mois avec la remise symbolique des insignes de la compagnie. Parce qu'ils vont commencer en doublure et après tout seul le service général. On les a préparés pour être prêts, pour être polyvalents, pour pouvoir répondre à tous les défis auxquels ils auront affaire. Ils ont débuté élèves carabiniers au bout de la cérémonie, ils sont ressortis carabiniers. Donc c'est vraiment un accompagnement pour leur dire qu'on est là derrière eux pour leur souhaiter le meilleur. Émus et fiers, ces jeunes carabiniers voient dans la remise de leur insigne l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts et d'engagement. Attirés par les valeurs de discipline, ils souhaitent désormais mettre leur énergie, leur professionnalisme et leur motivation au service de la principauté. C'est une consécration des 4 mois de formation et du concours déjà fait en septembre. Et c'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous au sein des Carabiniers du Prince. J'avais grand-père et père au sein de la compagnie il y a quelques années. Donc très honoré de faire partie de la 3e génération de Carabiniers. C'est l'aboutissement d'un rêve pour moi personnellement. Voilà, on s'est donné, on a fait du mieux qu'on pouvait et on est très heureux aujourd'hui de faire partie de la compagnie des Carabiniers du Prince. Un moment solennel chargé d'histoire qui scelle l'entrée de ces jeunes recrues dans une institution d'excellence. Vous avez pu voir dans ce reportage la marraine des Carabiniers du Prince, la princesse Stéphanie, remettre les insignes aux nouvelles recrues. Et quelques jours avant cette cérémonie, nous en parlions hier dans ce JT, une petite délégation de Carabiniers du Prince était au sanctuaire de Lourdes ce week-end à l'occasion du grand pèlerinage militaire international. Et le dimanche, certains membres du peloton motocycliste se sont éclipsés plus au sud, du côté de Luchon, à environ 20 km de la frontière espagnole, pour retrouver leurs homologues de la garde républicaine française. Ensemble, ils ont réalisé un spectacle acrobatique en moto. Reportage de Théo Schumer et Lionel Bernardi. Une concentration maximale et une coordination millimétrée pour des figures à couper le souffle. Le spectacle acrobatique qui se déroule sur cette artère de la petite ville de Luchon, en Haute-Garonne, est offert par des carabiniers du peloton motocycliste et des officiers de la garde républicaine, 2 unités sœurs et amies qui se connaissent déjà très bien. La genèse de notre histoire, elle commence en 2009 quand le Tour de France part de Monaco. En 2012, on a créé un carrousel mixte. En 2014 et 2015, on a fait des démonstrations en commun. Et avec une démonstration, un carrousel fait devant le palais du Prince de Monaco. Et donc depuis, on est resté liés d'amitié. Et donc aujourd'hui, la chance nous est donnée de nous retrouver ici à Bagnères-de-Luchon. Nos amis monégasques participent à des démonstrations d'acrobatie. Il y a un carrousel mixte commun qui est créé avec eux. Et donc là, en fonction de l'espace, on adapte les démonstrations qu'on peut proposer aux Luchonnais. Mais c'est un immense plaisir de retrouver nos camarades monégasques et de nouveau partager l'acrobatie ensemble. Ce rassemblement hors du commun était une idée du capitaine des Carabiniers du Prince, originaire de la ville, laquelle sert aujourd'hui de décor original pour les entraînements en commun des 2 escadrons. C'est une très grande fierté
pour moi d'être ici parce que je suis originaire de Luchon et je ne m'imaginais pas dans ma jeunesse qu'un jour je reviendrai à la tête du peloton moto et faire ce genre de prestations. Ça nous a permis sur tous ces 3 jours d'élaborer pas mal d'entraînements pour le futur, d'être très raccord sur la technique parce qu'on ne se voit pas souvent. C'est ça aussi, on travaille nos projets en parallèle et on fait les jonctions sur ce genre d'événements. Et oui, c'est un rapprochement qui est très important de faire ça sur ce site. Un spectacle qui aura su ravir le capitaine autant que les acrobates, mais également les très nombreux spectateurs présents. C'était génial, sincèrement, voir Monaco et Paris ensemble, c'est vraiment joli. Surtout à Luchon, pour une petite ville comme nous, c'est vraiment bien. Merci. Et vous les enfants, ça vous a plu? Oui, c'était trop bien. Christophe Barraud, c'est un économiste français spécialisé en macroéconomie. Il a été classé par Bloomberg LP meilleur prévisionniste au monde entre 2010 et 2020 sur les statistiques américaines, chinoises et de la zone euro. Eh bien, il vient de donner une conférence au restaurant Le Marius sur le quai Antoine Ier à l'invitation du Monaco Economic Board avec pour thématique l'économie mondiale à la croisée des chemins. Et pour en discuter, il est avec nous. Christophe Barraud, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de donner une conférence. Quel message vous vouliez faire passer à votre auditorat? Alors l'idée, c'était de présenter les différents types d'incertitudes auxquelles pouvait être soumise l'économie mondiale, que ce soit des incertitudes géopolitiques, politiques, climatiques, économiques. Donc essentiellement, beaucoup de sources d'incertitudes pour 2026. Justement, alors comment arrive-t-on à faire des conclusions ou une analyse pointue avec cet avenir géopolitique incertain? On essaye de récupérer un maximum de données, justement de tous les horizons possibles, avec des données économiques, financières. Ça peut être des données issues aussi des marchés de paris sportifs, qui sont très utiles pour les événements géopolitiques. On prend aussi des données spatiales, qui peuvent être très utiles, et aussi des données météorologiques. On essaye de compiler un petit peu chaque paramètre pour en tirer un scénario central. Et la bourse, là, qui fait du yo-yo à chaque annonce de Trump, le baril du pétrole qui a explosé, même si on annonce une légère baisse ces derniers jours. Quelle est votre analyse sur ce contexte-là ? Alors, il faut souvent distinguer l'économie mondiale et même chacune des économies des marchés financiers. D'un côté, vous avez les économies et tout ce qui se passe à l'intérieur. De l'autre, les marchés qui ne reflètent pas forcément la dynamique intrinsèque de chaque pays. Par exemple, le S&P, lui, va pas uniquement refléter la dynamique économique américaine, mais la dynamique mondiale qui, malgré l'incertitude, malgré le ralentissement économique, reste dans un range qui est encore soutenable. Qu'est-ce qui est le plus complexe pour vos prévisions ? C'est un chef d'État américain incontrôlable, une Chine hyper puissante, un conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui est le plus complexe à gérer ? Alors je dirais que le conflit a quand même été un petit peu précipité par un chef d'État américain. Donc de très très loin, je dirais Donald Trump, par ses changements d'humeur, son instabilité, le fait qu'il puisse changer d'avis finalement dans la même journée. Donc ça peut rendre du moins complexe les prévisions. Maintenant, il y a quand même des tendances qui sont établies. Il y a un plan qui a été plus ou moins annoncé, à voir s'il va s'y tenir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être prêt à tout. Et c'est pour ça qu'on a à la fois un scénario central et des scénarios alternatifs un peu plus extrêmes. Et la zone euro, dans tout ça, comment s'en sort-elle ? Alors la zone euro, malheureusement, c'est la principale victime de la crise actuelle parce qu'on est très dépendant d'un point de vue énergétique d'une part. Et puis, ça reste une zone qui est quand même très axée sur le secteur de l'hospitalité, donc tout ce qui va être restauration, transport, etc., qui sont clairement les secteurs touchés avec des annulations sur les vols d'avion, le prix des trajets qui augmente significativement et aussi le revenu des ménages qui va être touché par l'augmentation des prix du carburant, de l'alimentation, etc. Donc en termes réels, on a un impact qui est beaucoup plus visible en zone euro, aussi parce qu'à l'inverse, aux États-Unis, on a eu un stimulus fiscal avec des baisses d'impôts qui a permis de maintenir une consommation à un niveau encore solide. Et pour le coup, est-ce que cette zone euro réagit comme il faut ou selon vous, elle est à côté de la plaque par rapport à ce contexte ?
Alors, par rapport au contexte, moi j'aurais tendance à dire qu'on est un petit peu, on va dire, on est trop précautionneux, puisque je pense que les mesures de soutien qui ont été mises en place pour le pouvoir des ménages sont insuffisantes à ce jour. Donc un petit peu comme d'habitude, c'est une Europe qui prend beaucoup de précautions, qui subit et qui est plus en réaction qu'en anticipation. Et comment vous voyez cette année 2026 en termes de macroéconomie ? Alors en termes de macroéconomie, donc avec toutes ces incertitudes que j'ai citées, on aura forcément un ralentissement de la croissance économique mondiale. On vise un chiffre de 2,8% contre 3,4% l'année précédente, donc qui reflète ce choc sur le plan géopolitique. Après aussi des ralentissements structurels dans certains pays, comme par exemple en Chine. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être les États-Unis qui vont s'en tirer le mieux en 2026. D'une part, parce qu'il y a eu ce stimulus fiscal en début d'année, la Coupe du Monde qui va suivre dans les prochaines semaines, et aussi tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, où on sent bien que dans les économies développées, les États-Unis en tirent parti. Christophe Barraud, merci pour cette analyse et ces conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenons la direction du stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil, où un tournoi interclasse a été organisé pour des élèves de CP de l'école des Révoirs. On n'est jamais trop jeune pour faire du rugby, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Yannick Debeuvert et Alexandra Paolini. Allez, avance. Touchez. En arrière, il est là, oui. Allez, avance. Une soixantaine d'élèves de CP de l'école des Révoirs s'est affrontée sur les terrains de rugby du stade Prince Héréditaire Jacques ce mardi. 3 classes divisées en 9 équipes pour créer un tournoi de fin d'année. Cet après-midi, célébrer la fin d'un cycle de 7 cours de rugby pour ces enfants, avec un objectif clair pour la Fédération monégasque de rugby. Développer le rugby, donner envie aux enfants et que le rugby c'est pas comme à la télé, c'est pas comme au top 14, c'est pas comme chez les pros. On peut prendre du plaisir chez les petits comme chez les grands et il n'y a aucun souci, il n'y a pas de danger au rugby. Casquette et crème solaire obligatoires pour ce tournoi. Le soleil tapait fort aujourd'hui, mais pas suffisamment pour ralentir toute la fougue des enfants, heureux de jouer ensemble autour de ce ballon ovale. En fait, c'est maîtresse qui nous avait dit un jour qu'on faisait du rugby à l'école. Et du coup, on a appris dans un gymnase et on a fait des progrès. Pourquoi tu joues au rugby aujourd'hui là ? Pour s'amuser et pour profiter de cette belle journée. Je suis contente de participer avec tous mes copains. Et le rugby, c'est un sport très cool. Est-ce que tu préfères être ici ou être à l'école ? Être ici. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes ici ? C'est que c'est meilleur que l'école. Notre prof, il est très gentil avec nous et il nous a appris beaucoup de choses que moi j'ai bien aimé. J'adorais, je voulais que cette sortie arrive parce que je l'attendais vraiment. Ayman, c'est trop bien le rugby. Ce tournoi s'est évidemment conclu par une remise des trophées. Face à cet engouement, la Fédération monégasque de rugby compte bien élargir encore plus son influence. D'autres écoles pourraient accueillir à leur tour un cycle rugby dès la rentrée prochaine. Suite de notre série consacrée au documentaire Le Rocher des Champions, un film d'1 heure de Yann-Anthony Nogues, coproduit par Canal+ et Monaco Info. Il y aura une avant-première ce mercredi fin d'après-midi au Grimaldi Forum. Ce documentaire met en avant des sportifs monégasques au rayonnement international comme la nageuse en eau libre Lisa Pou, championne de France, médaillée de bronze au championnat du monde et 18e entre autres au JO de Paris. Je vous propose de l'écouter au micro de Gaëtan Lebrun. Elle revient sur ses liens avec la Principauté et sur ses objectifs. Je suis arrivée en 2012 au sein de la Principauté. À l'époque, j'étais au collège Charles III. Et c'est vrai que depuis, je nage à Monaco, je m'entraîne à Monaco. Et c'est vrai que le Rocher, c'est toujours impressionnant de voir tout ça. Et c'est toujours un bonheur de représenter la Principauté. Je pense que c'est assez fort. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais
de savoir qu'il y a quand même un pays derrière nous et qu'on nage pour ce pays, c'est quelque chose d'assez fort. Oui. Le cap est mis sur les Jeux de Los Angeles, donc je m'entraîne pour ça. Dès la fin de Paris, en fait, j'avais ça en focus, en ligne de mire. Et pourquoi pas 2032, mais ça, on verra plus tard. Autre événement qui rassemble des champions, le Grand Prix de Monaco s'apprête à accueillir ses pilotes dans quelques jours. En attendant d'entendre les moteurs gronder, la Multi-Art Gallery Monaco propose une exposition d'art contemporain sur l'univers du sport automobile. Ça se passe au Marius, sur le quai Antoine Ier. Reportage signé Alban Gingembre et Arnaud Imbert. Alors que le circuit du Grand Prix de Monaco s'apprête à vibrer sous les Formule 1, la Multi-Art Gallery offre une exposition qui plaira aux passionnés de sport automobile. Ici, les portraits de Valérie Durand, les photos de Laurent Leoncini et les sculptures de Frédéric Girard et Steve Chaudançon sont présentées dans une parfaite harmonie. Le fait qu'ils aient chacun vraiment une manière de représenter le sport automobile à leur façon, ça se marie bien. Je vois bien chez moi un portrait de Valérie Durand avec une Formule 1 de Steve Chaudançon et voilà, quelqu'un qui est amateur de sport automobile, je pense qu'il peut facilement avoir le coup de foudre. Quel meilleur endroit que Monaco pour proposer une telle exposition en pleine période de Grand Prix. Je pense que c'est un des plus beaux Grands Prix au monde, où il y a vraiment un public très sélectif, où en plus, vous avez vu au restaurant Marius, on est juste à côté des pilotes, on est juste à côté des paddocks, donc on est presque sur le circuit. Ça me donne des frissons rien que d'en parler, parce que je trouve ça phénoménal. Beaucoup de gens passent, ils regardent, ils sont contents. Puis Monaco est vraiment un endroit sublime pour faire une exposition comme ça. Cette exposition rassemble près d'une centaine d'œuvres disponibles à la vente et visibles au Marius jusqu'au 8 juin. Nous en avons parlé dans cette édition et ce sont les photos de fin de journal, le tournoi de rugby organisé pour les élèves de CP de l'école des Révoirs. Qui sait, il y a peut-être de futurs champions sur ces images de Stéphane Dana. À suivre, la météo d'Alban Gingembre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien et à demain. Bonsoir à tous, Monaco n'échappe pas à la vague de chaleur qui traverse l'Hexagone. Nous avons toutefois la chance d'avoir l'air marin pour adoucir l'atmosphère. Demain, comme aujourd'hui, il fera beau en principauté, un ciel ensoleillé malgré quelques nuages. Les températures seront comprises entre 22 et 28 degrés avec un indice UV toujours élevé, protégez-vous. Demain, mercredi 27 mai, nous fêterons les Augustins. Et comme chaque mardi avec la Société monégasque des eaux, petit état des lieux des sources de la principauté. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation, un indicateur qui nous encourage à maintenir les bons gestes pour économiser l'eau.